Paprec, entreprise pionnière dans la diversité en entreprise, est le partenaire de cette saison de Navigante. Un partenaire qui, depuis toujours, a la volonté de permettre au plus grand nombre d'accéder à la course au large. C'est dans cette optique que l'entreprise est engagée auprès de la filière d'excellence qu'est le circuit Figaro-Beneteau. Elle est en effet partenaire titre de la Transat Paprec, exclusivement ouverte au duo mixte et qui a reçu le prix Or de meilleur supporter au service du sport féminin lors du Grand Prix du sport business 2025, de la solitaire du Figaro Paprec et du défi Paprec, marchepied vers ce circuit Figaro-Beneteau qui a formé les meilleurs, dont Johan Richaume, double vainqueur de la solitaire du Figaro Paprec, qui, de nouveau sous les couleurs de Paprec, repart pour une campagne de Vendée Globe avec un IMOCA neuf en 2027 et un objectif de victoire en 2028. Bonjour à tous, bienvenue dans Navigante, le podcast dédié aux femmes de la course au large et de la régate, celles sous les feux des projecteurs, celles de l'ombre aussi, à ces femmes compétitrices, déterminées, qui mènent parfois 1000 vies en une. Elles vont vous raconter leur parcours, leur bonheur, leurs cicatrices, leur place dans le monde de la voile. Elles vont nous dire ce qui les anime encore et toujours. On va partir à la rencontre de ces navigantes très inspirantes. Navigante est produit par Sailors, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Sailors, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, un studio de production de contenu, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur sailors.com. Je suis Hélène Cougoul et vous écoutez Navigante. Alors c'est vrai, il y a ces grands yeux bleus. Bleu acier, comme sa robustesse, bleu profond, comme ses convictions. Dès son plus jeune âge, elle a les 2 pieds bien ancrés sur les terres du Bignon, près de Nantes, et a bien conscience du rôle de l'humain dans son environnement, et vice-versa. Ce sera d'ailleurs un leitmotiv, tout comme son intérêt sans borne pour le bien commun. Elle est sur terre pour s'occuper des autres, dit son mari, le navigateur Roland Jourdain. Un truc sans doute un peu héréditaire. Elle a même des cousins engagés pour la Croix-Rouge internationale. Bref, aider, ça a du sens. Le nom de cette juriste de formation est associé pour toujours au Vendée Globe parce que c'est elle qui en a créé la structure en 2003, qui a remonté le chapiteau, quoi. Efficace et inoxydable, elle marque l'organisation de cette compétition majeure dont elle sera la patronne 2 éditions. Aussi passionnante soit l'aventure, ce n'est pas une fin en soi. Elle imagine plus, elle imagine autrement. Son amour pour la nature, son intérêt pour l'environnement font qui elle est et cela va devenir son quotidien. Elle rejoint la structure Kairos de Roland Jourdain, fonde et préside l'association Explore. Voir plus loin, opérer une transition sans culpabilité, voilà, ça c'est son truc. En ce début 2026, elle a été faite chevalier de la Légion d'honneur. C'est pas rien. Parce que oui, cette femme d'exception a transformé les usages et les perspectives en mer, sur terre, de la course au large, entre autres, parce que cette humaniste a su mettre son enthousiasme et ses compétences au service des autres. Sophie Jourdain-Vercelletto est l'invitée de ce nouvel épisode de Navigante. Bonjour Sophie, Bonjour Hélène. comment vas-tu? Écoute, ça va bien, j'ai la voix un peu voilée parce que j'ai un petit rhume, mais à part ça, tout va bien. Oui, alors c'est ce qu'on disait, il paraît que tu es inoxydable et que c'est vraiment hyper rare que tu sois malade. Il fallait que ça tombe, voilà, au moment de l'enregistrement, quoi. Ouais, écoute, mais c'est vrai, je suis assez inoxydable, de ce point de vue-là. Mais, même, tu vois, même avec ce rhume, je suis heureuse d'être avec toi et de passer un peu de temps ensemble. Ça ressemble à quoi là ton quotidien de en ce moment? Alors mon quotidien en ce moment, eh bien, c'est de m'occuper, de mon très vieux chien qui a bientôt 15 ans, qui s'appelle, Gribouille. Grib, évidemment, pour, son petit nom et tu comprendras pourquoi, Bien hein, sûr, rapport au fichier, voilà, de rapport au fichier météo. météo, quoi. Et c'est un labrador que nous avons, eu bébé et qui a été,
très longtemps avec nous, dans nos locaux, dans nos bureaux. Aujourd'hui, il ne vient plus parce que c'est un peu fatigant pour lui. Mais du coup, avec Roland, on a mis en place un petit dispositif pour qu'il soit pas seul toute la journée. Et donc on se relaie, soit on vient tôt et on repart, de bonne heure, soit enfin voilà, on a créé un environnement, dont on espère il est bon pour lui et puis, voilà, donc ça, c'est un des éléments importants pour moi en ce moment. Le deuxième, c'est, de porter, avec Roland notre projet actuel, qui s'appelle Océan et Société. Donc là, on est plus sur l'aspect, professionnel, mais c'est aussi important et donc voilà, Roland veut, courir la route du Rhum cette année, faire un grand tour, de nos côtes, françaises l'année prochaine avec ce beau projet Océan et Société. En fait, l'idée, c'est de réconcilier, l'idée que, une nature en bonne santé est bonne pour l'humain. Il s'agit pas de protéger pour protéger, c'est plutôt de se dire: «Mais si elle est en bonne santé, nous, on sera en bonne santé et qu'est-ce qu'on doit faire?» Sophie, ça fait quoi d'être, chevalier de la Légion d'honneur? C'est chic. Bah, alors, l'année dernière, Roland l'a eu Le Roland l'a eu, tout à fait, oui, c'est vrai. et moi, j'étais très contente pour lui. J'étais, actrice de cela et je trouvais que c'était super et lui, n'était pas très à l'aise, avait un peu un sentiment d'imposture, ça a été un peu compliqué pour lui et puis moi, en tout début d'année, quand j'ai été, informée de cela, alors sachant qu'on n'est pas au courant, en fait. On le sait une fois que notre nom est publié, dans le JO. Alors en tout cas pour nous, ça a été le cas, comme ça enfin c'était ça et beh, j'ai eu la même, Même sensation? ouais, je me suis dit: «Mais pourquoi moi?» Enfin bon, OK, on a des activités qui sont tournées vers le commun, mais bon, il y a plein de gens qui font des choses merveilleuses et qui n'ont pas forcément cet honneur et puis, c'est Catherine Chabot qui a proposé mon nom à la ministre de l'Environnement et que j'ai eu au téléphone et qui m'a expliqué pourquoi et après ça, j'ai été plus à l'aise et du coup, beh, je suis fière. Je constate que, pour beaucoup de gens, c'est important donc bah, je trouve que c'est chouette de pas bouder, heu et bah, d'accepter, hein, tout simplement ce cadeau et cette distinction. Alors évidemment, on va en parler des activités qui, alors entre autres, ont mené à cette distinction, mais pas que, bien sûr. Ceci dit, Catherine, quand tu l'as eue au téléphone, si c'est elle que tu as eue au téléphone, elle t'a donné quoi comme argument qui t'ont finalement, allez, auto-persuadé que non, tu n'étais pas une imposteur ou une impostrice, imposteuse d'ailleurs, je sais même pas comment on dit. Hem, Imposteur, ça me va. ouais et que finalement c'était oui, bah, OK pour accepter ça. Ça a été quoi Ouais, les mots qui elle t'ont m'a dit 2 choses. La première, c'est en effet, toute l'action menée pour relancer le Vendée Globe et moi à l'époque, j'avais 35 ans quand j'ai pris la direction générale de cet, événement. Je n'y connaissais rien en bateau, rien en événementiel, rien en course et en fait, juste avec l'envie, le soutien des autres, c'est-à-dire, la coopération avec, toutes les parties prenantes, parce que c'est ça qui a fait que ça a marché, c'est pas moi en fait. Moi à l'époque, j'étais quelque part déjà un imposteur, mais mmh. par contre, le fait d'avoir réussi à emmener, et faire en sorte que tout le monde aille dans le même sens pour que cet événement reparte, je pense que c'est ça qui a été, salué par, Catherine et puis la deuxième chose, c'est, hem, le changement de route. Alors je sais pas si on peut parler de changement de route ou plus exactement, la bifurcation. Hem, avoir moi j'ai découvert avec le Vendée Globe, avec cet événement, vraiment, l'impact, que nous avions avec nos activités, hein, sur la planète
ce dont j'avais conscience avant, hein, tu l'as bien expliqué, dans ton introduction, mais quand tu es dans un bureau et moi je travaillais, j'étais directeur juridique avant, dans une société d'aménagement donc tu c'est moins flagrant, enfin, ça te vient moins au visage. Là, avec cet événement, j'ai vu ces tentes que l'on montait, que l'on démontait, que l'on chauffait en plein hiver, pour avoir une température acceptable alors qu'il y avait aucune isolation. Enfin, j'ai vu tout ça et Il y avait là, un truc qui allait pas. pardon? Il y a un truc qui allait pas. Ouais, il y a un truc qui n'allait pas ou plus alors moi je suis pas dans le pas, je suis plutôt, assez positive donc en tout cas je me suis dit: «Bah, il y a des choses à faire». C'était plutôt comme ça et avec Catherine, on a monté un projet, de bilan carbone à l'époque, donc c'était en 2005. On voulait faire le bilan carbone du Vendée Globe. On n'a pas pu le faire, parce que c'était trop tôt et moi j'avais déjà énormément de travail, voilà et en tout cas ça s'est pas fait, mais moi ça a été une très grosse frustration et quand, j'avais des échanges avec Roland et que l'on parlait de ces sujets-là, pas des sujets de performance, voile ou autre, mais vraiment, ou liés au bateau, technique, mais vraiment ce sujet de l'impact et qu'il m'a proposé de le rejoindre pour diversifier son activité autour d'un sujet de l'environnement et là, je me suis dit: «Mais c'est maintenant et il faut pas que je loupe cette étape parce que là, j'ai la chance, peut-être, de réaliser, quelque chose qui n'était pas de l'ordre du rêve, mais qui était ancré en moi, qui était pas une ambition, qui était pas, D'être complètement hem aligné avec ce que tu es. ouais, 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 c'est ça. C'était l'occasion. Alors Ouais, figure-toi que alors on va en reparler évidemment de tout ça, mais en préparant le podcast, j'ai regardé, je me suis dit: «Mais Kairos, qu'est-ce que ça veut dire?» et cetera. Donc je suis allée chercher l'étymologie grecque, et alors, au final, je trouve enfin une après avoir, dépioté le mot, il y a c'est, faire le bon acte au bon moment. Ça participe au mouvement et au concept de Kairos. Ben voilà, c'est un peu ce que tu es en train de nous, ce que tu es en train de nous décrire. Mais on va en reparler dans quelques instants. On va revenir au tout début et le tout début n'a rien à voir avec le monde, maritime. Tu l'as un petit peu, dit. On est au Bignon, c'est ça? À côté de Nantes ouais, c'est et on ça. est plus, dans une vie terrienne, Sophie. Alors on est dans une vie de terrienne, heu, oui, même si, j'ai la chance de vivre, sur un domaine où il y a une rivière. Donc dans mon jardin, j'ai une rivière. C'est pas mal, j'aime bien cette phrase. Ah ouais et donc moi j'ai passé beaucoup de temps, voilà dans cette rivière, sur cette rivière et nous vivons, près d'un lac qui s'appelle le lac de Grandlieu, et mon père a la chance inouïe de pouvoir aller sur ce lac, parce que c'est un lac qui est protégé, on n'y va pas, voilà comme on veut, mais lui, parce que sa famille a le droit d'accéder à ce lac, on va passer beaucoup de temps, sur ce lieu-là et donc je vais en effet, découvrir un univers, qui est très qui est dénué de construction, d'impact de l'humain et ouais, je pense que ça va me marquer, profondément. Ça ressemble à quoi le quotidien de la jeune fille que tu es à l'époque? Alors moi, je suis beaucoup dehors, mais vraiment, je suis pas j'ai quelques alors jeune fille, petite, je suis beaucoup avec mon père, tu l'as compris, qui va passer beaucoup de temps lui, notamment sur ce lac. J'ai mes parents ont beaucoup d'amis, c'est très ouvert dans cette maison donc ben, voilà, je vois beaucoup de gens, pas forcément des jeunes de mon âge d'ailleurs, des personnes qui sont souvent plus âgées, mais voilà, c'est pas un problème. Donc une vie, d'ouverture et de curiosité, très forte dès le début. Je ne sais pas si c'est lié, mais je vais aller à l'école tard. Je vais pas faire de primaire, de maternelle. Moi, je rentre directement
En en CP? CP parce que ma maman avait envie que de me garder un peu avec elle, un peu plus longtemps. Mais bon, comme j'ai à côté de ça, une vie, de curiosité, de balade, et puis une vie sociale, bah, tout va bien quoi. J'ai pas de voilà, j'ai pas de manque et beaucoup de jeux, dans la nature avec pas forcément grand chose. Enfin, voilà, beaucoup de curiosité, de petite exploration, on va dire. Et on le disait dans l'introduction, et je l'ai pas inventé, hein, c'est en lisant, et en résumant un peu plein d'articles que j'ai lus te concernant que, très tôt, le rôle de l'humain sur, l'environnement et vice versa, c'est des choses qui vont te marquer, petite, et qui vont te tu vas grandir avec ça. Est-ce que déjà, très jeune, tu te dis, «Mon métier, ma vie va tourner autour de ça»? Ouais, c'est intéressant, cette question. Pas du tout. C'est bizarre, hein, parce que, en fait, moi, mon quotidien, c'est de vie dans la nature, des parents qui sont pas du tout écolos, mais qui sont plutôt empreints de bon sens. Hem et donc il y a pas du tout de militantisme, mais par contre, beaucoup de respect envers, l'humain, mais également, ce qui nous entoure. Moi, j'ai jamais vu, mes parents jeter, un déchet dans hors d'une poubelle, quoi. Enfin, j'ai jamais vu mes parents quitter une pièce sans éteindre. Enfin, il y a une espèce de truc qui c'est plus de l'expérience que d qu'une transmission de concepts et donc dans l'expérience, dans le vécu, c'est vraiment très ancré et donc pour moi, c'est ça la vie, enfin, c'est pas autrement et en grandissant, évidemment, je vais me rendre compte que c'est pas tout à fait comme ça fonctionne pas tout à fait comme ça partout, d'une part, et d'autre part, bah, comme je te le disais, hein, alors les voyages évidemment, parce qu'on voyage pas mal, mais mon expérience Vendée Globe, c'est là que je vais me je vais ça va me sauter au visage et je vais me dire: «Mais non, mais là, c'est pas possible, on peut pas, mathématiquement, ça va pas marcher, c'est pas possible» et heu et du coup, alors, je quand même mon choix de Faire du droit? ouais, de faire du droit, et une filière spécifique qui est du droit qui va allier du droit public et du droit privé, et qui va tourner autour du sujet de l'aménagement et de l'environnement, à l'époque. L'environnement étant pas du tout celui qu'on connaît aujourd'hui, hein, c'était plutôt, le droit lié à l'eau et cetera. Hem, il y a quand même, c'est marrant, hein, c'est pas il y a pas de stratégie, mais ça infuse quand même, quoi Oui, et oui, c'est donc ça. dans mes choix, sans doute que ça a joué. Inconsciemment, guidé. Ouais. Hem, il va y avoir donc ces études de droit, et pendant, 15 ans, de 91 à 2006, hein, si je me trompe pas, c'est, Vendée Expansion où, donc là, on est sur une société d'économie mixte, et je le dis parce que ça va faire tilt pour après, justement, pour le Vendée. Qu'est-ce que tu quel est ton rôle à ce moment-là? Alors, en fait, je quitte je finis la fac, donc la fac de droit à Nantes, j'ai on donc un ce qu'on appelle à l'époque un DESS, ça n'existe plus, mais c'est l'équivalent d'un master 2 aujourd'hui, je pense à peu près. Un DESS et mon responsable de DESS va me contacter peu de temps après la fin de mes études pour me proposer un entretien avec une entreprise qui est donc en Vendée, à La Roche-sur-Yon, qui est une société d'économie mixte, qui ne s'appelle pas Vendée Expansion à l'époque, qui s'appelle Sodev et ils recherchent un juriste. Donc le je passe l'entretien, je ne serai pas retenue
parce que, j'ai pas d'expérience. En fait, je De la sors de la fac. fac et ils vont recruter une jeune femme qui a une expérience. Ça va pas marcher avec elle et ils vont me rappeler et donc je les rejoins et comme directeur, juridique, responsable juridique et très vite, en fait, moi, je suis pas à l'aise dans le contrôle. On dit: «Le juriste doit contrôler». Ce sont des marchés, publics, c'est de l'aménagement, donc il y a des appels d'offres, et moi, je me sens pas du tout de contrôler et je vais, avoir plutôt, tu sais, c'est un peu la chieuse qui vient dès le départ dans les dossiers et qui dit: «Ah mais moi, c'est quoi ce projet? C'est quoi ce dossier?» Et qui et moi, c'est pas de la curiosité, juste, gratuite, c'est dans mon esprit, c'est de me dire: «Bah, si j'arrive dès le départ, je vais pouvoir accompagner l'équipe». Mieux, bien Bah, sûr. ouais, afin qu'elle évite les écueils, s'il y a des écueils bah, voilà, le dossier comme ça sera plus fluide. Donc au final, bah, ça va s'inscrire comme ça, hein, mon poste, les on va s'habituer à ce que je sois plutôt, dès le début, dans les projets, à tel point qu'à un moment donné, mon poste, le titre de mon poste va évoluer. Mon directeur général va me proposer de renommer mon poste et je vais être la directrice de l'innovation et de la sécurité juridique. Alors innovation parce que, bah, quand tu es en début de réflexion sur un projet, bah, évidemment, ça permet d'imaginer une construction qui est peut-être un peu différente de celle qui avait été, prévue. C'est un peu, voilà, explorer pour se dire comment on pourrait monter le truc de façon à ce que ce soit le plus pertinent possible. Donc voilà, donc je vais devenir directrice de l'innovation et de la sécurité juridique et très peu de temps après, le département de la Vendée va me demander de constituer une société d'économie mixte pour le rachat de la marque Vendée Globe, qui est, mise en vente par le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, après un dépôt de bilan de l'organisateur et du coup, ben voilà, je vais partir là-dessus, je vais constituer cette entreprise et puis je vais abandonner un peu mon poste, un peu plus, mon poste premier. Bon alors évidemment l'aventure Vendée Globe, on va en parler, on va développer. Juste un petit retour en arrière, quand tu n'es pas choisie malgré un DESS, hem, tu es du genre à réagir comment face à un «non», on vous prend pas vous? Oh bah alors, absolument aucun problème. Enfin je ça m'a pas du tout perturbée. Je crois que j'ai dû trouver un job, en CDD, j'ai plus trop le souvenir de ça, mais ah ouais vraiment, non, non, bah, tu c'est si vraiment j'ai pas de d'abord c'était quand même, un de mes premiers entretiens. Ensuite, bah, on était dans un moment où, s trouver un emploi quand on était diplômé, c'était quand même pas très compliqué. C'était juste une histoire de temps. Donc il y a peut-être ça aussi qui fait que po j'ai pas eu d'inquiétude, j'ai pas eu de colère, j'ai pas trouvé ça injuste. Enfin non, non, moi, vraiment pas de sujet. Tu sors de ces, alors avant qu'on arrive à évidemment à l'expérience Vendée, tu grandis comment de ces premières années, de cette première expérience, professionnelle? Bah, je sais pas, ce serait bien que d'autres en parlent parce que, moi, c'est pas simple d'en parler. De mon point de vue, hem, moi, j'ai plutôt eu le sentiment de d'être vraiment dans la coopération et de servir plutôt que dans une posture de contrôle. J'ai eu le sentiment de contribuer à ouvrir un peu, les esprits et la curiosité sur les choses, sur la manière dont on travaillait et
et moi, ça a toujours été, depuis le début, alors bon, j'étais jeune, hein, pourtant, mais j'avais toujours besoin de me alors c'est pas me confronter, mais en tout cas de m'associer à des gens qui sont plus jeunes que moi et qui sont encore étudiants, enfin qui sont encore en train d'apprendre. D'apprendre, ouais. Et donc tous les ans, je prenais c'est important, hein, tous les ans, tous les étés, je prenais, 2 stagiaires. Jamais un, mais toujours 2, de 2 niveaux. Donc des juristes, hein, puisque moi mon sujet c'était le droit. Donc un licence à maîtrise ou une licence, enfin bon, peu importe, hein, c'est pas sexueux mon truc là, et 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 je les faisais travailler sur un sujet, pendant 2 mois avec à l'issue un livrable qui devait nous être utile. Donc je me souviens de notamment d'un gros travail que l'on avait fait qui était un quand on travaille dans une entreprise qui est en lien avec les collectivités, avec le public, il y a un enjeu fort de respect de la réglementation. Donc ça, pour moi, c'est très important et donc je j'avais à cœur que les équipes accèdent du mieux possible à ces sujets-là, à ces règles. Quand on doit se taper le code des marchés publics, c'est vraiment rébarbatif. Et donc, on avait travaillé tout un été avec, 2 jeunes, et on avait créé un classeur qui était une bible, géniale parce que très simple, schématisé, enfin, c'était un truc qui devait permettre, aux équipes de vraiment d'accéder à cette connaissance et d'être à l'aise avec, Avec les réglementations, les règles. Mmh. ouais, et c'était super, ça a super bien marché. Donc, je pense que j'ai apporté ça, le le côté un peu, d'ouverture quoi, enfin, je pense. Pourquoi tu m'as dit avant de me raconter cette anecdote, pourquoi est-ce que tu m'as dit: «Attention, c'est important»? Bah, parce que dans la suite de l'histoire, je sais pas si on va en parler, c'est que parmi mes stagiaires, j'ai une jeune qui s'appelle Laura Le Laura Goff. Le Goff. Alors figure-toi que Laura a été, une de nos invitées, elle a été une de nos navigantes, tu penses bien. Oui, j'ai écouté, Et c'était très bien d'ailleurs. bien sûr, elle nous a parlé de toi et bien sûr, elle nous a parlé de ce moment-là. Ah ouais. Laura, elle est stagiaire avec toi, à quel moment? Eh bien, c'est peut-être l'année précédant ma prise de fonction sur le Vendée Ah Globe. d'accord, oui. Parce que, alors oui, c'est ça et puis aussi, alors il y a un effet de temporalité qui fait que je vais la rappeler elle, mais je la rappelle parce que c'est elle aussi. Ça aurait pu être un j'aurais pu appeler un stagiaire que j'avais eu il y a 3 ans s'il Marquée. m'avait, ouais. Alors, c'est pas qu'ils m'ont pas marquée, hein, mais elle m'a particulièrement marquée. Bon, on va en parler. Il y a donc cet appel, pour que tu, viennes redresser le chapiteau, comme, m'a dit Roland quand je l'ai eu au téléphone pour, préparer un petit peu cette interview, ce podcast. Heu, En 9 mois, elle a redressé le chapiteau. Voilà ce qu'il m'a dit à propos de toi et de la façon dont tu as pu, remettre sur pied cette compétition, qu'est le Vendée Globe. Tu arrives, tu l'as dit, tout à l'heure, hein, la compétition, bat de l'aile, c'est compliqué. Hem, tu as quel chantier devant toi? Quelle montagne devant toi? Hem, eh bien, je vais surtout pas regarder la montagne, cette montagne dont je ne sais pas en fait quelle montagne j'ai. Ce que je sais, c'est que je ne suis surtout pas seule et il y a vraiment, autour de moi énormément de gens qui ont à cœur que cet événement reparte. Donc, j'ai pas cette impression de qui peut être vertigineuse, hein, ça peut être terrible, j'ai jamais eu ça. En fait, c'était plutôt pour moi assez excitant quoi comme expérience avec, avec quand même en mémoire, en 2000 donc moi je reprends en 2003-2004 et en 2000, bon j'habite aux Sables d'Olonne depuis, pas très, très longtemps et en 2000 j'accouche de ma fille
de ma première re fille Solène, le 31 octobre 2000 et donc on est en plein dans les départs du Vendée Départ du Globe. Vendée, bah, bien sûr. Ouais et donc aux Sables d'Olonne, où j'accouche, évidemment, c'est l'événement et donc je suis dans ma chambre et on me parle du Vendée Globe et on me parle du Vendée Globe et on me parle du Vendée Globe et quand, je vais sortir de la maternité avec ma fille, quelques jours après, voir le j'irai sur les pontons, voir un peu, ce que sont ces bateaux. Bon, c'est ma seule expérience et ma seule connaissance du Vendée Globe quand je prends la direction générale. Mais c'est déjà beaucoup parce qu'au moins je sais de quoi il s'agit. Quand, tu dis que tu es entourée, tu as envie d'en faire quoi? Ou plutôt, on te dit quoi? Est-ce qu'on te dit, bah, est-ce qu'on te donne des directives? Est-ce qu'on te dit: «Bah, voilà, tu as les clés du camion, il faut que ça reparte»? Toi, tu as envie d'en faire quoi? Tu imagines quoi? Ça se passe comment à ce moment-là? Hem, En fait, c'est une page blanche puisque je ne récupère, aucune archive. En revanche, et de la part des skippers et de la part du département, je vais recevoir beaucoup de soutien parce qu'eux savent comment ça fonctionne, parce qu'ils sont là, c'est pour certains depuis, de nombreuses années, et donc bah, ça va se construire, c'est un espèce de puzzle, qui va se construire au jour le jour avec toutes ces parties prenantes qui, au départ, représentent un petit noyau dur, donc quelques personnes du département, quelques skippers, il y a l'IMOCA, et puis petit à petit, bah, ils vont, dans un premier temps, ils vont me partager, de ce à quoi on enfin voilà, ce qu'il faut, faire pour que cette course, parte. Donc c'est désigner un directeur de course, écrire un avis de course, il y a toutes ces parties sportives qu'il faut travailler, les différentes parties prenantes qui vont venir, compléter le dispositif avec la Fédération française de voile, avec, les autorités. Bon, petit à petit, moi, j'arrive à voir que finalement, tu sais, tu organises, un grand dîner de famille, et tu vois tout ce qu'il faut pour que ce dîner de famille se réussisse et se fasse. C'est un peu la même chose, en fait et c'est d'être ouvert, d'être curieux, d'accepter moi, j'ai toujours dit que je n'y connaissais rien, j'ai jamais dit que je savais. Donc d'accepter que bah, les autres me disent: «Bah, voilà et il y a ça à faire». Alors après, la manière dont tu le fais, c'est toi qui décides, mais il faut faire ça. Moi, j'ai jamais pris ça comme étant, une immixtion dans ma mission, c'était plutôt un soutien et donc on a été, beaucoup dans le collaboratif, en fait et ça a été un travail, d'équipe et tout le monde avait, la possibilité de venir en disant: «Ah mais il y a ça, il y a» et après moi je suis responsable, donc je suis décideur à un moment donné, mais je suis décideur, après un travail collectif très fort. Qu'est-ce que tu as décidé justement de nouveau à cette époque-là? Alors en 2004-2005, pas forcément énormément de choses, hein, parce que C'était le début, puis il c'était fallait de déjà ouais, c'était déjà remonter la de chose. faire en sorte que le dispositif reparte et que cette course ait lieu. Il faut se rappeler qu'en effet, hein, en début d'année 2024, la course ne repartait pas, hein et donc on avait quand même des skippers, des sponsors, qui étaient très inquiets parce que, bah, voilà, en théorie, rien n'allait se passer et quand, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon va attribuer la marque à la SEM, il reste, très peu de temps, en fait, pour organiser l'événement 2004, et hein, pas 2024. pardon?
2004, pas 2004, oui, 2024. oui, j'ai Oui, dit oui. 2024, oui, pardon. 2004, et donc on va avoir très, très peu de temps pour organiser l'événement, et donc bah, il y aura pas tellement de nouveautés, même s'il y en aura beaucoup parce qu'en fait, c'est quelque part un événement dont le fonctionnement change complètement. On est une structure d'intérêt général, enfin de bien commun, une société d'économie mixte, donc l'objectif est pas de remplir les poches d'une ou de quelques personnes. Alors je devrais pas dire ça parce que j'imagine que pour des entreprises privées, c'est pas forcément l'objectif, mais en tout cas, moi, il y a un objectif, c'est que cet événement serve au plus grand nombre. Donc ce que l'on va vraiment, mettre en place et réactiver fortement avec le département, c'est tout le dispositif, d'accueil des écoliers, sur le village avec, cette mallette, pédagogique, dont on connaît le succès et qui maintenant, est faite partout. Mais ça c'était un super, projet dans le projet. Ça c'était dès 2004 et puis, peut-être ce qui a été nouveau, ce qu'on a vraiment, initié, ce que j'ai pu, moi, vraiment, travailler, c'est le travail collaboratif. D d que les gens travaillent ensemble. Heu, ce dont j'avais entendu parler, de l'histoire de cette course, c'est que c'était beaucoup des conflits, des relations tendues, et moi j'ai eu à cœur justement, et c'est ça que je pense que j'ai apporté sur cet événement, c'est que les relations soient apaisées, qu'il y ait pas de relations, Conflictuel, de rapport de rapport de force. force. Et alors, est-ce que c'est mon côté féminin, du coup, qui a fait que j'ai pu, faire ça? Peut-être, j'en sais rien. En tout cas, je pense que j'ai apporté ça. Est-ce qu'il y a eu des embûches? Est-ce qu'il y a eu des moments compliqués? Alors tu le disais tout à l'heure, hein, moi je suis pas du genre, je suis pas dans le pas, je suis dans le on trouve des solutions. Roland me disait, bah, de toute façon elle voit toujours le verre à moitié plein, c'est son caractère. Mais des embûches, est-ce qu'il y en a eu? Et est-ce qu'il y a eu aussi des embûches parce que tu étais une femme justement? Heu et comment est-ce que toi tu as pu réagir face à ça? Ton caractère, il fait que tu réagis comment éventuellement face aux trucs compliqués? Alors des embûches, bah, oui, c'était à peu près une par jour, hein. Enfin, ça évidemment, monter un événement comme ça ne marche pas, tout seul. Il y a il y a tellement d'exemples, mais je pense à un qui m'a marqué. On est grand rassemblement, donc à ce titre-là, on travaille avec la préfecture pour, mettre en place un dispositif, notamment de départ, qui soit le plus sécurisé possible. Donc évidemment, moi, ça me va très bien et je suis plutôt, conciliante, face aux demandes qui m'arrivent. Jusqu'à une, réunion en préfecture. Donc faut imaginer, je sais pas, on est 40 autour de la table et là, on me pose sur la table la demande suivante. Mmh. J'ai peur. Heu, comment? J'ai peur, vas-y. Ouais, c'est afin d'assurer tout événement, sur le plan d'eau qui mettrait en jeu la vie des gens, on va réquisitionner toutes les vedettes à passagers qui vont venir sur le plan d'eau pour qu'elles servent de support pour sauver des gens si jamais il y a un problème. Et là, je vois le truc, parce qu'évidemment, moi, ces vedettes, bon, toutes les vedettes que moi j'ai affrétées, hein. Oui, oui, oui. Donc j'en ai 4-5. Et là, je vois, dans mon esprit dégringoler tout le sujet festif, invitation et cetera et je me dis: «Non mais là, ça va pas être possible le sujet, on va pas pouvoir faire comme ça». Donc je suis avec Denis Auro et on réfléchit vite et en fait, comme on a, grâce à Denis,
un beau contrat avec la SNSM et Zodiac. On va leur proposer voilà, cette solution qui va être d'avoir ces Zodiacs avec des gens de la SNSM qui sont donc formés au secours, Formé pour ça, bien sûr, ouais. voilà. Et puis Denis va m'aider beaucoup, sur l'analyse aussi de l'efficacité d'avoir plutôt des Zodiacs que des vedettes à passagers. Pour sortir des gens de l'eau, C'est c'est moins clair. facile quand tu es sur une vedette. Enfin voilà, et là, on va réussir, à donc, faire tomber cette demande qui, entre nous, n'avait quand même pas beaucoup de sens, mais qui était une demande, comme on en voit maintenant, beaucoup partout, des trucs qui ont pas beaucoup de sens, mais qui permettent de protéger. Voilà, on se protège, et donc nous, la protection, on l'avait en tête, mais on a décidé voilà, de faire en sorte qu'elle soit, efficace. À quel point c'est excitant tout ça? À quel point on a l'impression d'avoir tous ces neurones qui fonctionnent, à 2000 à l'heure, d'avoir, toutes ces compétences qui sont, mises en action pour, voilà, pour trouver les meilleures solutions, pour faire en sorte qu'effectivement, tout soit efficace et apaisé. Tu es tu tu te retrouves comment à ce moment-là? Ton toi, la Sophie de l'époque, elle est Ouais, comment à l'époque? bah, c'est du 24/24. C'est à ce point-là, et donc là, c'est au détriment, des amis et de la famille. Alors moi, j'ai la chance d'avoir, j'ai 2 filles qui étaient petites, hein, parce que 2004, donc Solène avait 4 ans et Clémence avait 2 ans, et j'ai la chance d'avoir une nounou qui s'appelle Martine, qui est toujours parmi nos proches, et Martine, va s'occuper des filles, vraiment. Antoine, mon mari, de l'époque, bah, lui a aussi son boulot, hein, donc mais il est très présent, et Martine surtout, va s'occuper des filles, donc oh, je pense que certains s'en souviendront, pour que je les voie un peu, elle allait les chercher à l'école et elle me les amenait au village, enfin dans mes bureaux. Donc les filles étaient là, quelques heures, et allaient, en trottinette, ou autre support, se baladaient dans le PC courses. Donc mais voilà, c'était les filles de la patronne pour le coup, et bon, moi j'étais contente, je les voyais, mais pour tout ça pour dire que enfin moi en tout cas je l'ai vécu comme ça, je l'ai vécu, totalement. Il y avait pas il y avait pas de c'était impossible pour moi d'imaginer que je devais renoncer pour que ça marche bien. Les filles de la patronne. La patronne. Ouais, Tu bien qu'on tu assumes pleinement ce rôle-là? ah oui, oui, j'assume, hein, je sais, hein. J'ai cette, ambivalence, souriante, mais en même temps extrêmement exigeante. Donc oui, oui, j'assume complètement. C'était Pierre-Yves, non, pas Pierre-Yves, c'était, Pierre-François Bonneau, Oui. qui m'appelait la patronne. Christophe Baudry, il y en a plein, et puis tous ceux que je ne sais dont je qui m'en ont jamais parlé, mais oui, oui, je sais que j'étais, présente, d'un point de vue, caractère. Justement, ton caractère, ça dit quoi de ce que tu es, Sophie, et du caractère qui peut être le tien d'avoir réussi ce défi-là? Ah, alors déjà réussi, je pense que j'aurais pu faire mieux, hein, enfin, donc D'avoir relevé ce défi-là? ouais, d'avoir relevé ce défi, bah, et je sais pas répondre à cette question. C'est peut-être une question d'engagement, enfin, et on parlait d'enfance, moi j'ai toujours, enfin, j'ai toujours compris que quand on s'engageait, il fallait aller au bout de l'engagement. Le fait que cet engagement nourrisse et serve un intérêt commun, pour moi justifiait, à peu près, tout, Tout? enfin, y compris parfois un peu de rudesse. J'étais pas j'avais pas
enfin, je sais, hein, parce que c'est un trait de caractère que je travaille, mais parfois j'ai pas beaucoup de compassion, quand je trouve que l'on néglige ce commun, enfin cet intérêt commun. Ça, c'est compliqué pour moi et je suis capable de renoncer à plein de choses pour nourrir ce bien commun. Donc bah et ce que j'expliquais tout à l'heure, hein, le fait d'avoir négligé, ma famille en fait partie. Et ça vient d'où le côté, le verre toujours à moitié plein? Écoute, j'en sais rien, je c'est comme ça, enfin, je suis comme ça, c'est peut-être, j'ai eu à ma j'en sais rien, mais j'ai eu à ma naissance un chat comme peluche, et il y avait beaucoup de chiens chez mes parents. Enfin, quand je dis beaucoup, c'était 3-4. On vivait avec 3-4 chiens dans la maison et bah, j'étais toujours avec eux et eux, ils sont jamais tristes, en fait. Enfin, voilà, hein, ça roule, ça avance, est-ce que c'est ça qui a fait que je suis, faite ainsi, peut-être? Donc il y a toute cette organisation évidemment, et toi, allez, parlons des arrivées. La patronne que tu es, elle les vit comment les arrivées de Vendée Globe? L'arrivée victorieuse de Vincent Rioux, par exemple, la deuxième arrivée victorieuse de Michel, un des joyaux. Est-ce que tu t'autorises à te laisser aller sur ces moments-là, sur ces joies-là de partage avec ces marins qui viennent de faire quelque chose d'incroyable? Alors pas trop, parce que, l'arrivée est un moment, Tendu. heu, tendu. En plus, ils ont le chic pour arriver de nuit, quand même et donc moi, j'ai en charge la gestion de la cellule de crise. Donc ça veut dire que c'est, bah, toujours tous mes petits copains, préfecture, gendarmerie, police, les services Croix-Rouge, enfin voilà, toutes les entités. On est dans une pièce et donc on est là pour, nous assurer que, et sur l'eau et à terre, tout se passe bien. Donc j'en profite pas énormément. J'irai juste sur l'arrivée avec un Zodiac, le passage de ligne de Vincent, mais je reviens vite pour, reprendre mon rôle. Donc je vais sur l'eau parce que ça me permet de voir un peu, comment ça se passe et là je vais être horrifiée parce que, oh là là, je vais me dire: «C'est pas possible, on va en perdre un», toutes ces embarcations partout, une espèce de bouillonnement, et non, donc je profite pas énormément, en fait. Ils t'ont, tu eu quoi comme témoignage de la part des marins justement sur, sur le travail fait pour qu'ils puissent, eux, aller faire leurs courses? Oh, j'ai eu des merci et puis, des propositions de rejoindre certains marins, donc je me suis dit que ça traduisait sans doute une satisfaction du travail réalisé. Bah, c'est ce que tu vas faire d'ailleurs. Oui. Alors avant, heu, tu nous racontes l'histoire de allez, la passation de pouvoir où, je te donne les clés du camion à Laura Le Goff? Ouais, alors donc nous sommes en dernier trimestre, 2003 et je travaille, donc à la création de cette société d'économie mixte et puis, arrive le moment où, il s'agit de parler de gouvernance, de gestion et cetera et le conseil général va me proposer le poste. Mais moi, j'avais pas du tout envisagé d'être, directeur général de cette, société. Donc je me retrouve un petit peu, prise de court là pour, pour, le dire, simplement et je réfléchis à toute vitesse. Je me dis: «Oh bah, en même temps, c'est super, c'est une belle expérience à venir donc j'ai envie d'accepter» et j'ai pas envie de laisser en même temps, mon poste, de directeur juridique vacant ou en tout cas laisser les autres, se débrouiller et je pense et je me dis: «Mais j'ai, j'ai des stagiaires qui sont venus, qui pourrait me remplacer?» Je me sentais pas de
poser une annonce, et de faire un recrutement, classique. Je sais pas pourquoi et j'ai tout de suite pensé à Laura. Je me suis dit: «Mais Laura, elle serait parfaite». Donc je l'ai appelée, elle je crois qu'elle passait elle était en train de lasser une ch se sa chaussure pour partir, soit à la fac, soit passer un examen. Elle devait être en fin de session, je sais plus et je lui ai dit: «Bah, Laura, voilà, je vais prendre la direction générale de la SEM Vendée. Est-ce que tu veux venir me remplacer?» Et puis, elle aussi, elle est comme moi, hein, elle a dit: Oui» et voilà, ça s'est fait comme ça. Sophie, tu le disais, il y a eu des discussions donc avec, des marins, des écuries, qui t'ont proposé de les rejoindre, ce que tu vas faire en rejoignant la structure de Roland Jourdain, Kairos. Hem, Effectivement, Bilou, comme on l'a tout le monde le connaît sous ce nom-là, qui avait déjà donc monté cette structure-là, qui était, déjà très, concernée par, l'environnement, l'impact, environnemental. Tout ça, ce sont des choses qui vous parlaient, à tous les 2. Quelle était l'idée pour toi? Après cette aventure du Vendée Globe, on a déjà posé quelques petites briques quand tu nous as dit qu'effectivement il y avait des choses à faire, quand on voyait comment était organisée une course comme le Vendée. Hem, la réflexion, enfin le contrat avec Roland a été le suivant, c'était diversifier son activité autour d'un sujet lié à l'environnement. C'était ça le contrat avec, avec une réflexion qu'on avait décidé de mener sur 2 ou 3 ans puisqu'il était en contrat avec Veolia Environnement. Donc on avait un peu de temps et en fait, on s'est mis en réflexion. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Qu'est-ce que l'on peut faire? Et très vite, on va décider de faire le bilan, carbone que je n'avais pas pu faire, En 2005? voilà, en Ouais. 2005 et donc on va faire le bilan carbone de l'entreprise Kairos à l'époque qui est gestionnaire d'un projet sportif. Donc ce bilan carbone, c'est, 4 ans, de préparation, d'une course qui est le Vendée Globe. Ce qui est très, très avant-gardiste à l'époque, hein, faire un bilan carbone. Ouais, Mmh. oui, oui, c'est les tout premiers. Dans la course au large, en tout cas, ce sera le premier et on sera longtemps seul puisque le bilan carbone qui sera fait, le suivant, c'est Eleven Hour qui fera le bilan carbone en 2000 je j'ai plus trop les peut-être 2019, un truc comme ça? Je sais plus. Donc quasiment un peu plus de 10 ans plus tard, quoi. Ouais et hem et en fait, ce bilan carbone en fait, il y a pas pour revenir répondre bien à ta question, il y a pas vraiment de plan, il y a juste une envie, heu, Une conviction? ouais et une conviction qu'on peut contribuer, mais on sait pas comment et l'idée, ça va être de chercher ce qui va, nous être, le plus pertinent au regard de ce que l'on est. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas notre chemin n'est pas celui que l'on doit tous prendre. Chacun doit faire son chemin par rapport à ces sujets-là et c'est pour ça que, moi j'aime bien dire que, on est dans l'expérimentation, dans l'exploration, mais que chacun doit faire son exploration et que peu importe d'où on part et il y a pas de il y a moi je déteste, les gens qui, sont moralisateurs sur ces sujets-là, hem, ou qui vont essayer d'animer, ce sentiment de culpabilité. Je trouve Culpabilité, ça ouais. Mmh. abominable. Très vite, vous allez ou pas très vite d'ailleurs puisque le temps de la réflexion est nécessaire, mais il va apparaître qu'il est nécessaire de faire quoi? Alors, mais le bilan carbone que Oui, l'on a réalisé va beaucoup nous aider parce qu'enfin, à travers des chiffres, on voit quel est notre impact et on va découvrir des impacts insoupçonné? insoupçonnés, auxquels on ne
on ne pensait pas. Je pense notamment à tout ce qui est, de l'immatériel, internet et cetera. Là, nous, d donc dès ce moment-là, on comprend qu'il y a un vrai sujet sur cette activité-là et en fait, on va repartir de ce que l'on sait faire ici. Comme dit Roland, à part faire du bateau, ce qu'il sait faire, c'est en construire. Donc Mmh. on va s'intéresser à la matière. Le fait qu'il y ait, proche de chez nous des matières qui sont quand même intéressantes et qui ont été utilisées, je pense à la fibre de lin ou la fibre de chanvre. Enfin, il y a tout un écosystème, qui existe, mais qui n'est pas animé et relié. Donc c'est plus un écosystème justement. Nous, ça va nous intéresser de réfléchir, à ce sujet-là et c'est comme ça qu'on va décider de recruter des ingénieurs qui sont plutôt des ingénieurs, tournés sur le composite, biosourcé, heu et heu et l'idée pour nous, c'est vraiment d'être une entreprise d'exploration. Cette entreprise, elle est vraiment dédiée à l'intérêt général et elle a pas, vocation à capitaliser, pour ses gérants. C'est comme si je dis gérant parce que c'est une SARL. Donc toute la richesse réalisée, repart, dans l'entreprise. Est-ce que, puisque tu dis, il n'est pas question d'être moralisateur, il n'est pas question de faire culpabiliser les autres, hem, est-ce que, quand même éveiller les consciences, c'est important? Ouais, je pense que c'est très important et le message est complexe parce que, on a parfois le sentiment de partager une idée et dont on souhaite qu'elle soit reprise et Mmh. analysée et certains vont le comprendre comme étant en effet moralisateur ou bien, comme étant, quelque chose qui secoue trop, qui fait peur et du coup qui est rejeté. C'est pas simple, hein? Non, c'est pas simple. Non, non, c'est pas simple. Hem, tu as beaucoup, il y a un mot, enfin plusieurs mots qui sont beaucoup revenus comme, servir l'intérêt général. J'aime beaucoup cette phrase de Roland qui dit: «Aller sur terre, pour, voilà, pour aider et servir l'intérêt général, pour s'occuper des autres». Il dit Roland: «Dans une journée, normale, de travail, il y aura toujours, toujours, toujours du temps, consacré à, exactement dépanner les autres dans une journée et aller vraiment porter vers les autres». Heu, Ça vient d'où ça? Paraîtrait que ce serait un peu dans les gènes, m'a-t-il dit. Bah, en tout cas, je je me suis longtemps posé la question parce que je me disais: «Mais est-ce que je fais ça parce que j'ai besoin d'être aimée? Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'a manqué?» Et il me semblait que non et j'ai rencontré, il y a quelques années, je connais pas bien la famille de mon pè du côté de mon père. Bon voilà, parce que, il y a pas pas beaucoup de réunions de famille de ce côté-là et un jour, il y a pas si longtemps, hein, il y a peut-être, 7-8 ans, hem, mon père me propose de venir à une réunion de famille, ses cousins et cousines et je me retrouve avec des gens que je connais quasi pas Pratique pas, et ouais. là, je vais halluciner, il y en a pas un qui ne travaille pas dans l'intérêt général. Mais c'est un truc de dingue. Ah non, mais Je c'est fais dingue, le ouais. tour de la table et en discutant, je dis: «Ah bon, toi aussi? Ah bon, toi? Ah ouais?» et là, je me souviens être rentrée, à la maison et dire à Roland: «Mais ça y est, je sais. En fait, c'est génétique». Il y a pas de Et du coup, je me pose pas plus de questions que ça, mais ce trait de caractère, pour moi, peut être compliqué, parce que je pense que tout le monde est comme moi. J'ai beaucoup de mal à imaginer que les gens
puissent être, tournés vers leur intérêt personnel et du Et coup, je me prends des de temps en temps quelques claques. c'est marrant, hein, je ça m'étonne pas. Cet, cet intérêt, général, cet intérêt tourné vers, les autres, va aussi s'exprimer dans Explore, Ouais, évidemment, monté en 2013 si je ne me trompe, pas. c'est C'est ça. une quinzaine enfin oui, c'est ça, 13 ans. Là encore, l'idée c'est de réunir autour de vous, d'aider à, d'aider les gens qui sont, voilà, engagés, qui sont, qui ont des idées, qui ont des envies, de les aider à aller, d'aller au bout de leur histoire. Les nouveaux explorateurs, je crois, c'est ça, de les accompagner le mieux possible. Heu, Concrètement, ça se passe comment? Alors, je dirais plus que c'est pas enfin, en effet, on peut parler d'aide. Alors, je pense que c'est moi je l'explique un peu différemment. On le notre idée et notre souhait, c'est de réunir, autour de nous et avec nous, des gens qui ont un projet, qui a du sens, pour, la transition durable, et qui, remplit un critère essentiel, c'est que ce projet doit servir l'intérêt général et donc nous fuyons les gens qui ont à travers qui à travers un projet dit d'intérêt général, en fait, vont servir leur intérêt propre et il y en a beaucoup. Comment tu le décèles ça? Je sais pas, c'est de l'intuition et on s'est pas trompé, hein. On n'a pas beaucoup d'exploration ici, on en a 5 et je vois bien comment chacun mouille sa chemise au détriment de son L'intérêt personnel? intérêt personnel et ouais, on je sais pas comment, quels sont les c'est pas rationnel, hein. C'est du temps passé avec ces gens, heu, il y a quelques petits indices, qu'on voit vite. Qu'est-ce qui te rend heureuse, Sophie? Qu'est-ce qui, voilà, te remplit? Il y a plein de choses, hein, qui me rendent heureuse. Une petite balade le matin dans ma campagne avec mon vieux chien, avant de venir au bureau, me rend heureuse. De savoir, nos explorateurs, en action, et que ça se passe bien, ça me rend heureuse. Enfin, beaucoup de choses me rendent heureuse. C'est, est-ce que c'est fatigant, de à ce point-là, être toujours tourné vers l'autre et de vouloir le bien de l'autre et de l'intérêt général? Alors, non, moi je trouve pas que ce soit fatigant. C'est fatigant parfois de je ça me c'est plutôt les autres qui me autour de moi, qui parce que c'est sûr que je parfois on parle d'une journée, mais je vois bien que je fonctionne pas normalement, je vais faire, beaucoup de choses, pour, les autres qui me prennent du temps, mais je suis très organisée. Du coup, ça marche bien, mais je vois bien parfois dans le regard des autres que non, ça doit être très fatigant. Eh ben non, c'est pas fatigant. Alors, est-ce que je suis suractive ou je non, je crois pas. Enfin, hem, non, c'est pas fatigant du tout. C'est normal, en fait. Je ne sais pas comment l'exprimer autrement. Ouais, c'est normal. Tu es ainsi faite, Je point. suis ainsi faite, ouais et je pense qu'il y a beaucoup de gens comme moi, hein. Enfin, je suis pas exceptionnelle. Hem Moi, j'ai eu cette chance de pouvoir, depuis que je suis, enfant, de pouvoir exprimer ça, en fait. Ce qui est pas forcément, le cas pour, tous, hein. La vie contraint, et moi, j'ai cette chance qu'elle ne m'a pas contrainte.
elle m'a donné l'opportunité, elle me donne l'opportunité d'être comme je suis. Est-ce que tu as des modèles? Des idoles? Des non, des modèles, c'est bien modèle. Alors c'est marrant parce que parfois je pense à des gens ou je vois des gens et je me dis: «Ah ça c'est génial, c'est mon modèle» et après je les oublie. Donc enfin j'oublie. Je pense que c'est plein de modèles, hein. Il y a plein de gens qui me fascinent, qui ouais, j'ai pas de nom qui me vient là. Et si tu jettes un petit coup d'œil, par-dessus ton épaule, de tout ce qu'on a raconté et de tout ce qu'on n'a pas forcément raconté d'ailleurs aussi, hein, hem, qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui te satisfait? Je dis pas qu'est-ce qui te rend fier parce qu'en général, vous n'aimez pas mesdames quand je dis: «Qu'est-ce qui vous rend fier?» Je peux le dire, hein, mais en tout cas, qu'est-ce qui vous voilà, qu'est-ce qui te fait te dire, «Ah ça c'était bien quoi, ça c'est bien ça». Alors je précise pour nos auditrices et nos auditeurs que ma question visiblement t'enquiquine énormément, hein, parce qu'on est sur une espèce de grand sourire un peu embêté de: «Que vais-je pouvoir répondre?» ou «Qu'ai-je le droit de vraiment répondre?» Avec les mains devant devant la bouche et un grand sourire, presque gêné de Sophie. Ouais, c'est difficile pour moi cette question. Je sais pas très bien, je ne sais pas. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses évidemment, qui font mon quotidien. C'est des je sais pas, je c'est compliqué. D'être en accord déjà avec, Ouais, alors ouais, oui, oui, tu as raison. Alors vraiment en effet, ça me en fait, le fait d'être aligné et d'être en accord, je sais pas si ça me satisfait, mais en tout cas, ça me convient bien. Je dirais ça plutôt comme ça. ce qui est déjà, il faut quand même le dire, hein, ce qui est déjà arrivé à ça, est un vrai, travail de vie, en fait. Oui, certainement. Mais, hem, ce qui alors une chose, tu vois, en t'écoutant, peut-être qu'en effet, une chose me satisfait, c'est d'avoir, heu, pris toujours, quand il le fallait, le kairos, les décisions, sans regretter. C'est peut-être ça, en fait, qui me satisfait le plus. Voilà, d'être, d'avoir accepté, l'inconnu. Parce qu'à différents moments, ça a été des vrais, pas vers un inconnu, hein, total et de l'avoir pris, comme un cadeau et c'est peut-être ça, alors peut-être pour, hem, que la boucle soit bouclée, c'est petite, on m'a vraiment mes parents m'ont appris le respect des gens et de la nature. Bah, c'est le respect de ce qu'on m'a offert et donc de vouloir bien faire. Peut-être ça le ce qui me satisfait le plus. C'est bien, hein, quand même. Les, les prochains mois vont ressembler, à quoi? Tu as envie qu'ils ressemblent à quoi? Qu'est-ce que vous avez dans la tête? Évidemment, il y a la route du Rhum qui va arriver. J'imagine que ça fait partie des gros projets de l'année? Ouais, les prochains mois professionnellement en tout cas, Oui. vont être, très axés sur, la mise en valeur d'un projet qui s'appelle Océan et société et qui est vraiment qui est un projet qui nous touche beaucoup parce qu'il allie en même temps, une meilleure compréhension de la nature, en quoi le vivant, en bonne santé est important pour l'homme, important pour nous et comment on peut, modifier nos comportements. Et ce projet allie ces 2 grands sujets et donc les mois prochains vont être des mois, importants parce que, d'un concept, il faut en faire, évidemment quelque chose d'accessible, par des actions. Donc, on est en train de construire tout ça avec l'équipe donc, c'est très, très chouette. Et puis il y a un autre travail
que nous avons entamé avec Roland, c'est d'essayer de réfléchir à la pérennité de notre, action. C'est intéressant parce que, comme je le disais tout à l'heure, nous, notre entreprise, c'est pas une entreprise, qui cherche à travailler la capitalisation, et donc qui capitalise autrement par des expériences et cetera. Et donc évidemment, la transmission de ce type d'entreprise n'est pas simple, loin de là. Et du coup, on est en train de réfléchir avec une, jeune femme chez nous qui s'appelle Tiffaine de Castro, Qui a heu, été notre navigante aussi. qui a été navigante, que j'adore, c'est un peu ma Laura. Et enfin c'est voilà, c'est les 2 mes 2 Laura, voilà. Et on travaille ensemble à la pérennité de notre, écosystème. Donc je n'en dévoile pas plus, mais on a déjà le plan d'action et notre objectif, c'est de le mettre en place pour mars 2027, ce qui va marquer, un tournant de gouvernance, mais pas de d'action. On continuera à être présent, mais différemment. Bon, eh bien, nous suivrons, ça de très près, Sophie. J'ai une toute dernière question. Tu nous as parlé de tes 2 filles. Heu, Tu leur as transmis quoi à tes 2 filles? Ah là là, alors mes 2 filles, je leur ai transmis nous leur avons transmis avec, Oui. leur père Antoine, beaucoup de choses. Elles sont formidables. En tout cas, très curieuses, très sensibles à l'autre, aux autres. Alors j'irai pas jusqu'à l'intérêt général, quoique pour, Solène, ma grande, je pense qu'elle je sais pas si elle l'a encore découvert, mais je pense qu'elle est assez, touchée par, ce petit virus-là. Là, elle est en train de finir des études pour servir l'État. Heu, Elle veut rentrer comme, dans la fonction publique, donc elle fait elle a fait plein de masters, enfin voilà, elle se dote de beaucoup de connaissances pour pouvoir servir au mieux l'État, donc je pense qu'elle est un petit peu piquée par le virus. Oui. Et elles sont, très joyeuses, très positives, donc voilà, je pense que je leur ai transmis ça avec leur père, avec Antoine. Merci beaucoup, Sophie, d'avoir été, l'invitée de Navigante, d'avoir pris du temps. Je vois que la la bronchite, enfin, la petite trachéite, là, finalement, ça va, Ouais, ça hein? va mieux, oui, oui, Tu oui. vois, ça va mieux. Le thé, le miel, le thym ont fait leur travail. Absolument. Et ça a été parfait pour nous, pour le podcast. En tout cas, merci beaucoup d'avoir, consacré du temps à Navigante. C'était un régal de t'écouter. Merci beaucoup Hélène. Alors, j'ai hâte, alors pour le coup, je vais m'écouter après, hein, parce que j'espère ne pas avoir été trop barbante et puis, qu'en tout cas, tout ce que j'ai pu raconter, voilà, ait du sens. Alors non, tu n'as pas été barbante. Oui, ça a du sens et tu vois, j'allais même te demander si, tu prenais pas des gens pour leur faire un petit stage, comme moi, tu vois, de verre à moitié plein, faut être, voilà, positif, tu vois? C'est bien ça fait du bien à entendre, surtout en ce moment. Donc merci beaucoup pour ça. Bah, écoute, avec plaisir. Merci Sophie. Bonne journée. Merci d'avoir écouté cet épisode de Navigante, produit par Tip Shaft. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas non plus à le partager. Et si vous souhaitez suivre l'actu de la voile de compétition, abonnez-vous à la newsletter de Tip Shaft, c'est gratuit, elle est envoyée chaque vendredi à 17h. Et pour vous inscrire, ça se passe sur tipenshaft.com. À bientôt.